Merci infiniment. Je suis doublement honoré aujourd'hui. C'est toujours avec un grand plaisir de retrouver les amis. Mais ce matin, il a très bien commencé parce que j'ai été également honoré par la visite de Peter Schwartz dans le centre Mohamed VI pour la recherche et l'innovation. Honoré parce que c'était une suite d'une discussion qu'on a commencée l'année dernière à Agadir à propos de jeunes. J'étais particulièrement étonné qu'un Européen propose le jeûne comme moyen de prévention. Ce n'est pas un jeûne classique comme le nôtre. C'est un jeûne, et il a dit tout à l'heure, sans rien manger. Et je pense qu'il se permet de boire. Sans rien manger, mais il va boire. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la génétique. Et je vais poser une première question. Parce que j'ai entendu la prévention, on peut prévenir toute chose avec combien de pas à peu près là, il a dit 3000 pas. On peut vraiment éviter de nombreuses maladies. Et si je suis génétiquement prédisposé à être obèse, qui blâmer? Le repas? Le papa? Oui, c'est génétiquement transmissible. C'est très bien, c'est une réponse qui va me permettre de faire cette distinction entre les maladies héréditaires et les maladies génétiques. On blâme le papa et les parents lorsque la maladie est héréditaire. Mais lorsque la génétique est malade, c'est quelque chose d'inimaginable. 3,5 milliards de nucléotides qui constituent notre génome. Vous avez une seule substitution, un nucléotide parmi les 3,5 milliards de nucléotides, il va changer. Et il peut changer votre vie éternellement. Ça peut affecter un gène, suppresseur de tumeur, et on développe le cancer. Que Dieu nous protège. Ça peut être un gène qui contrôle les muscles, et on peut développer la dystrophie musculaire de Duchenne. Un seul nucléotide. C'est pour vous dire qu'actuellement, la biologie moléculaire, qui est une discipline qui va nous aider à comprendre les phénomènes physiologiques et pathologiques, mais à l'échelle moléculaire, le degré de résolution, il est extraordinaire. D'aller chercher la seule variation génétique pour dire voici la cause. Et par la suite, essayer d'agir. C'est ce que je vais essayer de partager avec vous. D'habitude, je partage des informations, mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager quelques informations et surtout des réflexions. Parce qu'on nous a dit qu'il faut agir. Alors, comment on va agir lorsqu'on va prendre connaissance de notre génome? Je ne vais pas parcourir. Lorsque j'ai essayé de préparer cette présentation, on m'a suggéré de parler vraiment d'un background sur la prévalence qui a été brillamment présenté par Dr Moussa Moussaïd. Mais il y a des termes de référence ici, et j'espère qu'en sortant de cette classe, vous aurez quand même quelques notions. Le déterminant génétique, qu'est-ce que ça veut dire? Et on a parlé surtout de l'adipose abdominale. Et est-ce qu'il y a une relation avec le BMI? Et ce simple nucléotide que je vous ai dit. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des nucléotides qui vont être des indicateurs pour nous dire qu'on va avoir un BMI élevé ou un BMI très faible? Et ensuite, les solutions. Voici une discipline très chère à notre ami Hassan Adnan, j'espère qu'il nous entend, la nutrigénomique. On va la présenter comme étant une discipline nouvelle, exotique, mais on sait très bien que les nutriments agissent sur nos gènes. Et on sait très bien que les gènes conditionnent ce qu'on va manger. C'est ça, en quelques mots, le résumé de la nutrigénomique. Mais on va voir cette interaction entre la génétique et ce que nous mangeons. Et enfin, après on va présenter un petit peu ces informations. Est-ce qu'on a des exemples concrets? Comment on va exploiter ces données génomiques pour donner des solutions à des personnes obèses et à des personnes non obèses qui veulent avoir une vie normale? Donc, je commencerai d'abord par des notions très fondamentales sur la biologie moléculaire et la notion de génome. Donc, très rapidement, je vais être rapide. L'information génétique peut être sous forme de chromosomes. L'information génétique peut être sous forme de gènes et donc de nucléotides. Et donc, cette information génétique, elle est codifiée.
il me faut 3 molécules pour codifier notre génome. L'ARN polymérase et les ribosomes. Ces 3 molécules, ils vont permettre vraiment l'expression de nos gènes. Et oui, tout cela va intervenir dans les 2 processus qui conçoivent un être humain, la division cellulaire et la différenciation cellulaire. Si on a un dérèglement dans ces 2 processus, c'est l'origine de toutes les maladies. Donc actuellement, si on comprend cette notion du temps et de l'espace dans l'expression de nos gènes, nos gènes doivent exprimer dans un endroit précis à un moment précis. Donc personne jusqu'à date ne peut révéler le secret de cette codification de l'espace et du temps dans les expressions. Les cellules sont orientées pour donner une fonction, mais si jamais une cellule perd la capacité de se différencier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se multiplier de façon continue. Donc, c'est le cancer. Mais si une cellule va s'exprimer dans un endroit où elle est censée exprimer, il va donner une malformation congénitale, etc. Donc, gardez que l'information génétique, elle est sous forme de chromosomes, sous forme de gènes, sous forme de nucléotides, et qu'elle est codifiée. Et durant les 40 dernières années, un outil extraordinaire nous a permis de faire sortir cette information génétique de noyau de cellules et la mettre à la portée de nos doigts. Le génome humain en 2003 a été complètement digitalisé. Ça veut dire qu'on peut naviguer dans le chromosome avec quelques clics. Et donc, actuellement, nous avons une carte génétique. Vous avez votre carte génétique, vous rentrez dans un site sur NCBI, je vais vous faire la démonstration. Puis nous avons un outil très puissant qui est la lecture des données génomiques, puis une nouvelle science qui est la génomique, et le 21e siècle est considéré comme un siècle de la biologie par excellence, et nous avons une nouvelle ère que vous avez sûrement entendu parler, la médecine personnalisée, la médecine génomique, c'est-à-dire l'utilisation de ces informations génétiques pour une meilleure médication. Et donc là, il y a ce cercle, ces 2 cercles vertueux de communication entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Comment on va traduire l'ensemble de ces connaissances dans notre système. Donc, ce qui est en jaune, c'est le défi qui consiste désormais à transformer ces connaissances en informations exploitables dans la pratique clinique. Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que je peux demander à une personne ou bien à un patient de me donner son information génétique et grâce à ça, je vais le guérir? Ou bien je vais le soigner correctement? Ou bien je vais m'occuper de façon efficiente du management de sa maladie? C'est ce qui est en train de se pratiquer. Et donc, ces 30 dernières années sont résumées vraiment dans cette slide. Si vous retenez que ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. On a commencé en 2003 par la génomique structurale. C'est ce qui commence ici. Donc, les 3,5 milliards de nucléotides ont été connus. De 2003 à 2010, on a essayé de comprendre les phénomènes physiologiques et biologiques en se basant sur le génome. Et puis, entre 2011 et 2020, nous avons essayé, quand je dis nous avons, c'est la communauté scientifique à l'échelle internationale, comment comprendre l'origine des maladies, mais à la résolution moléculaire, à l'échelle du nucléotide près. Et donc, l'ensemble de ces connaissances, c'est pour améliorer la médication. Donc, vous voyez le schéma où il y a, c'est les avancées dans les approches thérapeutiques. Quand il s'agit d'une maladie héréditaire, il n'y a pas un médicament qui va soigner une maladie héréditaire. Mais on peut intervenir par ce qu'on appelle la thérapie génique et actuellement, on parle d'une chirurgie génomique. C'est-à-dire, on va couper un nucléotide et mettre le bon nucléotide à la place. On est arrivé à ce stade. L'objectif principal, c'est que ces données génomiques doivent arriver au chevet du malade. Maintenant, c'est bloqué. OK. Très bien. Donc, cette médecine personnalisée, c'est quoi les objectifs? En résumé, améliorer le diagnostic, améliorer le pronostic, diminuer les effets secondaires, avoir une meilleure thérapie, une meilleure prise en charge et surtout une efficacité dans les essais cliniques. C'est quelque chose tout simplement d'extraordinaire et ça peut affecter toutes les disciplines de la médecine. Et donc voici, si vous voulez, si vous avez le temps, pour aller naviguer dans votre génome, ça c'est NCBI, vous avez les 23 chromosomes, vous tapez par exemple à gauche, j'ai tapé diabète, il te sort tous les gènes qui sont impliqués dans le diabète. Donc vous cliquez, vous avez l'information sur le gène, quel est son rôle, etc.
avec des clics. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour avoir ces informations il y a 30 ans ou 20 ans, c'est impossible. Il faut passer des mois et des mois. Maintenant, avec deux, trois clics, vous avez toutes les informations. C'est intéressant aussi. Vous êtes un jeune qui est responsable d'une maladie et vous avez des petits points rouges. C'est ce qu'on appelle les SNP, les variations. Toutes les variations qui sont associées à des maladies sont actuellement répertoriées et nous avons un catalogue des SNPs. Et là, on utilise ce terme. On va vous snipper. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vous snipper. On va déterminer tous les SNP qui sont responsables de la maladie et qui peuvent prédisposer à la maladie. Mais on a aussi des SNP qui sont extraordinaires et qui nous protègent. Certaines populations ne sont pas affectées par le SARS-CoV-2 ni par le virus du sida, tout simplement parce qu'ils ont une petite modification au niveau de SNP et ça les protège. Donc il n'y a pas que le sens péjoratif et négatif de SNP, mais également. Mais ce qui nous intéresse sur le plan médical, c'est de pouvoir détecter ces variations et de dire s'ils sont pathogéniques ou non pathogéniques. Donc nous avons une base de données qui s'appelle ClinVar, les variations nucléotides qui ont un impact sur la clinique et qui peuvent être utilisées, bien sûr, par les patients. C'est la raison pour laquelle tous les pays ont essayé d'avoir leur propre génome national qui reflète les propriétés et les spécificités de leur population. En 2020, nous avons commencé avec 3 Marocains et à notre grande surprise, 200 000 variations n'existaient dans aucune base de données publique. Ce qui nous a motivés à dire, ben, il faut qu'on ait notre génome marocain. Alors, quels sont les pays qui ont développé pourquoi on en a besoin en Afrique plus particulièrement? Parce que si vous regardez un peu la représentativité des données génomiques dans les bases de données, de l'Afrique entière, il ne dépasse pas 5%. Autrement dit, tous les tests génétiques pour les maladies, on peut passer à côté parce que le génome de référence ne reflète pas les spécificités des Africains. Donc, je vais aller un peu plus vite pour ça. Et là, je dois juste remercier notre doyen, Madame Hassouni, je ne sais pas si elle est encore là, parce qu'il y a un projet européen qui s'appelle IOPERMED, c'est-à-dire l'Union européenne s'intéresse au génome de l'Afrique, le berceau de l'humanité. Et monsieur qui est dans l'image, qui est l'ex-directeur de l'INH, il a dit que la résolution et la connaissance des spécificités génétiques des Africains ne va pas aider que les Africains, mais ça peut être une solution pour le monde entier. Et donc, voilà, on a commencé notre génome de référence marocain avec différentes étapes. Et puis, pourquoi? Parce que les Émirats arabes unis nous ont devancés. Le Qatar, il avait son génome national. L'Égypte, il avait son génome national. Et puis, il veut avoir également notre génome marocain. Donc ça, c'est juste pour retenir que ça commence au niveau de l'Afrique avec un grand projet, les 3 millions d'Africains qui vont être séquencés pour enrichir les bases de données. Donc, le Génome Project Maroc, on vise, et j'ai le privilège et l'honneur de superviser ce projet, on vise à séquencer 1000 génomes marocains. On a séquencé 119 jusqu'à date. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes en bonne santé, que vous soyez une femme ou un homme, et vous voulez que votre génome soit séquencé de façon unanime pour respecter l'éthique, vous êtes les bienvenus. Je fais le recrutement aujourd'hui. Voilà les objectifs. Précise en bonne santé. En bonne santé, et c'était une des questions de référé dans l'article que je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé? Ça, c'est un. Et pour certains Marocains, nous avons trouvé quelques variants qui montrent qu'ils n'étaient pas en bonne santé. Et donc, ça nous relève une grande question éthique. Allons-nous leur dire qu'il faut prendre les précautions nécessaires ou bien, éthiquement, on ne va pas en parler. Donc ça, ce sont les grands objectifs. Donc, vous pouvez les avoir par la suite. Et récemment, voici le génome des 109 Marocains qui nous a permis d'avoir le premier draft d'un génome de référence marocain. En quoi consiste-t-il? Voici les variations. On a trouvé à peu près 27 millions de variations, 2 millions qui sont très fréquents dans la population marocaine et 1 million, ce sont des nouvelles variants qui ne sont jamais détectés chez les autres populations. Où sont situés les Marocains parmi les populations? Ce sont les petits points en vert clair
C'est quelque chose d'extraordinaire. On est entre les points verts foncés, qui sont les Africains, et les points violets, qui sont les Européens. Le Maroc, elle est au juste milieu sur le plan génétique dans toutes les populations. Parce que c'est un croisé de civilisation, et donc nous avons cumulé des génomes qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de la péninsule arabique. Donc nous sommes génétiquement privilégiés. Mais je dois chercher les gènes de Tahramiyat نتاع المغاربة. Ça, c'est très difficile. Voici la lecture pour les Marocains. Vous avez à peu près 50% de notre génome est les nord-africain, 10% est les européen, 10% est les de Middle-Est et 6% est les de l'Ouest africain. Ce qu'on a fait, et c'est ça ce qui va plaire peut-être aux cliniciens, c'est qu'on a créé le Moroccan Variant Viewer. C'est-à-dire, vous pouvez rentrer n'importe quel gène, n'importe quelle maladie. Je fais, comme par hasard, j'avais fait une conférence sur l'oncologie, donc j'ai mis le gène BRCA1 pour savoir quelle est la fréquence allélique dans la population marocaine. Et donc là, ça va être disponible, vous voyez, et c'est ça, les connaissances qui étaient dans les cellules, ils sont maintenant sur l'ordinateur. Et là, on peut comparer par rapport aux populations, on peut faire des filtres. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Faute de temps, je ne vais pas laisser la vidéo. Mais avant de venir, j'ai tout simplement pris les gènes de prédisposition qui sont associés à déjà 15 minutes. Ça passe vite. Et je suis pas la moitié, hein. En tout cas, je peux arrêter à tout moment. Là, je fais juste les gènes de prédisposition qui sont impliqués dans l'obésité et quelle est leur fréquence allélique chez les populations. Vous voyez, en jaune, ce sont les Marocains. Donc, je vais aller un peu plus vite pour ça. Tout à l'heure, j'ai dit que l'information génétique, il peut être sous forme chromosome, sous forme de gène, sous forme de nucléotide. Est-ce qu'il y a, donc, toute aberration qui va affecter le chromosome, le gène ou le nucléotide, il peut donner une obésité. C'est ce qui est là. Donc, vous avez l'obésité syndromique avec le Prader-Willi, etc. Vous avez l'obésité génétique avec la leptine. Mais l'obésité est un phénomène très complexe qui fait intervenir non seulement nos organes viscéraux, mais également tout ça se passe dans le cerveau. Et là, j'ai compris enfin pourquoi on dit, lorsque on remplit le ventre, qu'est-ce qu'on dit à la tête? Chanter. De chanter. En fait, c'est dans le deux sens. Alors, voici quelques études, sincèrement, qui montrent, là c'est une étude japonaise en 2016 qui montre, qui ont essayé de voir quels sont ces marqueurs pour le gain du poids depuis la naissance jusqu'à l'âge de 70 ans. Ils ont suivi vraiment et voir ce score polygénique, parce que c'est une maladie multigénique. Donc le score polygénique, plus le score polygénique est élevé, plus on est susceptible à gagner du poids. Un exemple flagrant lorsque la maladie est héréditaire. C'est pour cela qu'on ne va pas blâmer l'enfant, on va blâmer le gène. Cet enfant, il pesait 42 kilos. Et il mange et il n'est pas rassasié. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais tout simplement, il avait une mutation, il n'a plus de leptine. Mais lorsqu'on a traité cet enfant avec la leptine, à 7 ans, elle est devenue normale. Donc, pourquoi certaines maladies génétiques sont facilement prises en charge? Et au lieu de voir le psychologue, le psychiatre, etc., faire un petit test génétique serait bénéfique. Je suis obligé d'accélérer, donc voici l'obésité. Bon, je vais passer. Voilà, c'est cette étude que je voulais vous montrer. Le flagrant génomique obésité study avec une étude rétrospective. Et là, on a l'association génotype-phénotype avec le gain en BMI. Et vous avez aussi la corrélation avec la perte du poids. Donc, on a identifié les gènes qui sont associés à la perte de poids, à la perte, bien sûr, du poids, et associés à des interventions que vous faites en tant que clinicien, soit par l'introduction d'un ballon dans l'estomac, c'est les points en rouge, soit par la perte, par chirurgie. Et donc, nous avons chaque gène et chaque mutation. Voilà.
Donc, je vais aller vraiment dans cette étude. Donc, vous pouvez aller vérifier ça. Ça s'appelle Fagran. Vous rentrez sur Internet et c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné autant que biologiste moléculaire. Comment on a pu exploiter ces données pour sortir avec une recette basée sur les gènes pour soigner l'obésité. Voilà ce qu'ils font. Ils prennent un échantillon de votre ADN. Ils vont analyser son SMP et ils vont vous décrire votre prédisposition génétique et ils vous offrent des panels de régime, un détox 1, un détox 2, et puis vous avez intestinal et supplémentation en fonction. Tout ce qui est en vert, c'est vous pouvez composer votre formule. Tout ce qui est en rouge, ne pas utiliser. Et là, vous sortez avec un rapport, avec bien sûr des conseils génétiques, et là, vous avez même les compagnies et les ingrédients. Et à la fin, vous aurez donc un rapport même pour notre intestin. Je sais qu'il faut accélérer. L'obésité est un modèle très complexe. Donc, il faut l'aborder de façon tridimensionnelle, à l'échelle cellulaire, à l'échelle de l'organe, à l'échelle de l'organisme, tenir compte de l'âge de l'environnement et de l'épigénétique, mais pour les analyses, faire appel à toutes les sciences. Et merci.